Excusez-moi, c'est bon, je m'assois là. Pas de soucis, vas-y. Je suis étudiante en master 1 de management et marketing, et c'est vrai que j'ai suivi votre cours magistral ce matin, et j'ai pas trop compris toutes les notions. C'est vrai que vous avez parlé de pied dans la jambe, pied dans la main, et c'est vrai que c'est assez dur de comprendre toutes les notions. Est-ce que c'est possible de me remettre un peu les idées en place et remettre les théories aussi? Ah oui, alors vous, au pied dans la main, vous allez un petit peu fort. C'est vrai que vous avez dû mélanger un petit peu. En fait, vous parlez je pense, de la porte au nez et du pied dans la porte. C'est vrai que en cours magistral, c'est un petit peu compliqué d'interpeller le professeur tout le temps. Mais si vous avez un petit peu de temps maintenant, je peux un petit peu vous expliquer. Pas de soucis, je veux bien, ça serait super. Merci. Parfait. Alors, je vais commencer par vous expliquer la porte au nez, par exemple. Alors, la technique de la porte au nez, c'est une technique de manipulation qui repose un petit peu sur la psychologie sociale, en fait, sur le fonctionnement des individus. C'est quelque chose que vous avez sûrement dû vivre et que vous voyez au quotidien, mais vous vous en rendez pas forcément compte. Et puis c'est utile dans plein de choses, c'est utile dans le marketing, c'est utilisé beaucoup par les vendeurs, c'est utilisé depuis très longtemps, et même surtout vous l'avez utilisé avec votre famille et avec vos amis sans vous en rendre compte forcément. Alors, le phénomène de la porte au nez, en fait, il consiste à proposer une requête extrêmement coûteuse, voire invraisemblable, voire irréalisable pour la personne à qui on va la proposer. Et de faire suivre en fait cette première requête d'une seconde requête, qui va être notre requête cible, en fait la vraie requête qu'on aimerait que cette personne réalise. Donc vous avez votre requête cible, la requête que vous souhaitez qu'elle soit acceptée, et donc vous précédez d'une demande totalement invraisemblable. Disons que vous aimeriez bien que votre maman, par exemple, vous offre cette robe, cette magnifique robe. Le problème, c'est que cette robe, elle vaut 100 euros. Donc c'est assez conséquent. Vous savez qu'elle ne va pas forcément accepter, qu'elle refusera même très certainement. Alors vous vous dites, comment je pourrais faire pour essayer d'influencer son comportement et sa réaction? Et bien c'est là que la porte au nez intervient. Et donc vous vous dites, ma requête cible, ce serait donc cette robe à 100 euros. Et vous allez la précéder d'une première requête. Et vous allez donc demander à votre maman, par exemple, maman, est-ce que tu peux m'acheter cette robe-là? Et cette robe-là, elle vaut 200 euros. Pour votre mère, vous savez très bien qu'elle va refuser, puisqu'elle aurait même refusé une robe à 100 euros initialement. Mais lorsqu'elle refuse cette robe à 200 euros, automatiquement, la première requête est tellement coûteuse que la seconde requête en devient presque acceptable. Et c'est là qu'on va observer un changement de comportement chez la personne, grâce à cette première requête, qui aura complètement changé l'aspect de la seconde, et ainsi vous allez avoir un effet de porte au nez. Justement, ce matin, on a parlé du sociologue Cialdini qui parle de ce phénomène, et j'aimerais bien en savoir plus dessus. Oui, Cialdini. Il a étudié la porte au nez, il a fait d'ailleurs une expérience, c'est un article que j'ai distribué, je ne sais pas si vous l'avez lu. Il a fait une expérience qui était très intéressante sur la porte au nez, qui a été très très reprise, notamment dans un livre qui s'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui est un petit peu un manuel de la psychologie sociale et des applications qu'on peut en faire au marketing. Alors, dans cette expérience, en fait, il y a une requête cible qui est d'amener un groupe de jeunes délinquants en visite dans un zoo pour une durée de 2 heures. Donc, ce sont des jeunes délinquants américains qui vivent en Arizona. C'est une cause assez noble, hein, comme on peut le voir, même si c'est pas forcément quelque chose que tout le monde pourrait accepter. Et dans un premier temps, donc, il teste cette requête et puis il obtient un taux de retour positif d'environ 10%. Une personne sur 10, c'est très peu. C'est très peu, même si c'est un travail qui dure que 2 heures. Voilà, peut-être que les gens se sentent un petit peu repoussés par l'univers carcéral. On peut imaginer qu'il y a plein de freins un petit peu à cette expérience. Et donc, il va appliquer la porte au nez à cette expérience, en proposant tout d'abord aux étudiants de parrainer les mêmes jeunes de ce centre de délinquants, de les parrainer en fait pour une durée de 2 ans, et de jouer le rôle d'un grand frère en fait pour une durée de 2 heures par semaine. Donc on comprend bien que cette requête est complètement invraisemblable, puisque voilà, il faut donner énormément de temps, énormément d'investissement à ce projet pour des gens qui au final ne connaissent même pas et qu'on leur demande
qu'on leur demande d'aider comme ça, sans contrepartie pour eux. Donc voilà. Alors cette première requête, évidemment, elle va être refusée. Mais c'est sur la seconde requête donc qu'on va pouvoir voir une augmentation. Et donc, une fois que la première requête a été formulée, la seconde requête voit un taux de retour positif grimper à 50%. Pardon. Donc initialement, il était autour de 17%. Donc là, on a quasiment un taux qui a triplé. Donc on voit bien que la porte-donnée a été efficace et a fait changer le comportement des individus interrogés, qui étaient des étudiants. Et donc on voit bien que la porte-donnée a changé complètement leur vision et leur réponse en fait à la question posée. Bon, alors vous me dites comme ça paraît très simple. Il suffirait de demander quelque chose de fou pour obtenir tout ce qu'on voudrait. Mais bon, la porte-donnée n'est pas aussi simple. Le fonctionnement est un petit peu complexe quand on regarde les conditions qui doivent être réunies pour réaliser vraiment une porte-donnée efficace. Alors, dans un premier temps, l'exigence concerne la requête. La première requête qu'on va formuler. Elle doit être extrême. Extrême dans le sens où on doit être sûr et certain que l'individu ne pourra pas accepter, et car on a envie de créer un contraste, on a envie de vraiment de bouleverser l'individu et de lui proposer quelque chose qui sera certain de refuser. Également, la première requête doit être liée à la seconde. On ne peut pas demander quelque chose comme une voiture, puis ensuite demander quelque chose pour aider des gens qui ont faim. On doit faire quelque chose qui est en lien avec la première requête, si on veut éveiller l'effet escompté. Et donc, on va proposer une requête invraisemblable à l'individu, afin qu'il refuse et afin de créer cet effet de contraste, et également un effet de concession lorsque l'on va proposer la seconde requête. Et donc, donner un petit peu l'effet qu'on aura fait un pas en avant vers son interlocuteur et qu'on aura concédé du terrain face à lui, en espérant qu'il fasse de même. Alors ensuite, ces deux requêtes doivent être espacées d'un temps minimum. Ça ne peut pas marcher si on pose la question le matin et puis qu'on réattaque le soir. Il faut que le temps vraiment soit minimum. Pas immédiat non plus, il faut laisser les secondes, quelques secondes, le temps que l'effet se crée, le temps que la psychologie fasse son effet, et le temps que la personne modifie son comportement. Donc un temps court au maximum. Ensuite, au niveau de la personne qui formule les requêtes, il faut que ces requêtes elles soient formulées par la même personne absolument. Tant dans l'effet de familiarité avec la première personne, on connaît déjà quelque part, puisqu'il va nous proposer quelque chose, ce n'est plus un inconnu, mais également dans l'effet de concession, on a l'impression qu'on est redevable à cette personne, et donc si la personne change, si l'interlocuteur est modifié, on a l'impression de se retrouver à nouveau face à un inconnu, et donc on ne lui est plus redevable, et donc on va modifier notre comportement face à cet individu. C'est donc pour ça qu'il faut que ce soit la même personne qui formule les deux requêtes. Par exemple, voilà pour votre histoire de robe, il faut que ce soit vous qui alliez voir votre père et qui fassiez cette requête. J'ai un petit peu résumé la porte-donnée, mais si vous aimez bien tout ça, essayez de vous intéresser. Il y a des auteurs comme Bell, Goldman, Pendleton, Batson qui ont approfondi ce phénomène. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle et radicale qui pourrait s'appliquer à tous. On a exploré différentes pistes, comme par exemple l'effet de concession, également l'effet d'auto-persuasion, d'auto-perception, l'effet de culpabilité. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse sûre, certaine, qu'on pourrait appliquer à tous les cas. Alors, maintenant, je vais vous parler de la technique du pied dans la porte. Et alors, le pied dans la porte, c'est... regardez, il y a Madame Venturi là-bas. On va aller là. Oui. Asseyez-vous, j'allais partir, de toute façon j'ai un cours à donner. Je vous dis à bientôt, Chloé. En tout cas, c'était très intéressant de parler avec vous. Merci. Bonjour Chloé, je voulais connaître un petit peu la technique du pied dans la porte. Oui, alors en fait, la technique du pied dans la porte, donc elle est majoritairement présente dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc en fait, cette technique, c'est très simple. Finalement, vous allez avoir un acte préparatoire, c'est une première requête, qui va permettre d'engager un individu pour le faire accepter une seconde requête.
Par exemple, dans ce petit traité dont vous a parlé très certainement mon collègue parce qu'il est très connu en psychologie sociale, c'est l'histoire d'un mendiant qui va demander l'heure à un passant. En fait, c'est plutôt une petite technique de manipulation de la part du passant, puisque finalement, après, le mendiant va demander au passant de lui donner une pièce. Et celui-ci, vu qu'il aura accepté la première demande, finalement, il va accepter la seconde demande. Alors, un grand merci pour toutes ces explications. C'est vrai que actuellement, je suis étudiante en Master 1 de marketing et j'aurais bien aimé avoir un cas concret de ce phénomène dans le marketing. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est votre domaine de prédilection. Et puis après tout, ce ne sont que des techniques de psychologie sociale. Donc en fait, en marketing, par exemple, imaginons que vous voulez créer une publicité persuasive. Et bien, dans le cas de la sécurité routière, par exemple, quel acte vous allez pouvoir mettre en place pour que la publicité engage les gens à adopter tel ou tel comportement, à savoir, eh bien, ne pas conduire après avoir bu, etc. Eh bien, l'acte préparatoire, il pourra être, par exemple, eh bien, vous allez faire signer une feuille officielle à un étudiant pendant une journée de sécurité routière, etc. Vous allez lui faire porter un badge pendant toute la journée. En fait, ça va être un acte préparatoire qui va permettre d'engager l'individu et de le pousser à accepter la deuxième requête. En fait, dans notre cas, la seconde requête, c'est la publicité. Si vous voulez vraiment vous conseille de vous documenter à propos du phénomène de la dépense gâchée. Je pense que vous pourriez y trouver beaucoup d'informations très utiles en marketing. Et puis je vous suggère qu'on en rediscute la semaine prochaine ici, si vous souhaitez. Oui, ça se voit, en fait. D'accord. Très bien. Merci Chloé. Merci à vous. Bonjour Madame Bonsoir. Ah, bonjour Chloé. Alors, qu'en est-il de cette expérience de la dépense gâchée? Qu'est-ce que vous avez pu trouver à ce sujet? Alors, j'ai lu justement le phénomène de la dépense gâchée des sociologues Arcas et Bauer en 1985, où ils ont tiré du livre de psychologie en cause. C'est vrai qu'ils ont étudié le comportement des individus lorsqu'ils s'engagent dans une dépense d'argent, de motivation ou de temps. Donc, ils vont nous montrer qu'ils vont les pousser à faire un choix et pas un autre. Donc, ils vont mettre en évidence la façon dont on va réagir à l'individu et les réactions. Donc, pour réaliser cette expérience, ils ont établi un protocole. Ils ont interrogé un groupe d'étudiants. Donc, on leur a demandé de s'imaginer dans une situation où ils se passent à 2 séjours de ski, un d'une valeur de 100 € et un d'une valeur de 50 €. Donc, on va rajouter une nuance à cet énoncé en disant que le voyage à 50 € a des activités prometteuses et plus attractives. Donc, avec cette nuance, en plus de cela, Arcas et Bauer vont ajouter dedans que le séjour va se passer les mêmes dates. Donc, ça ne va pas coïncider, donc il va y avoir un choix à faire pour les étudiants. Donc, ils vont être assez dépourvus car ils n'ont pas été remboursés le séjour et donc ils se passent à un dilemme de taille. Donc, de manière objective, si les individus étaient rationnels, ils prendraient le second voyage à 50 € avec des activités qui étaient plus prometteuses. Hélas, ce n'a pas été le cas de cette expérience. Arcas et Bauer nous ont bien montré que la raison qui a poussé à choisir plutôt le premier voyage à 100 €, c'est le prix. Le prix parce que les individus se sont engagés dans une dépense d'argent et donc ils veulent continuer dans cet élan et donc ils ne vont pas forcément faire un choix rationnel et vont plutôt suivre la variable justement de la dépense et de l'engagement. Donc ils vont se heurter à cette décision et donc leur choix va être biaisé. D'accord, mais finalement, quelles sont les limites de cette expérience que vous avez pu relever en faisant cette étude? Alors je pense que j'ai relevé 2 principales limites. Donc la première est que Arcas et Bauer omettent de préciser le nombre de sujets interrogés. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'est 10 étudiants, 50 étudiants, 100 étudiants. Donc c'est vrai qu'on peut se demander si l'information est vraiment fiable et plausible. La seconde réside dans le fait que pour démontrer cette théorie, il n'y a que 54% des étudiants qui ont mis en faveur de l'expérience du phénomène gâché, de la dépense gâchée. Donc 46% d'entre eux ont fait un choix raisonnable